Manufacture des Gobelins à Paris. C'est là que le plafond va prendre vie. Un travail réalisé dans le plus grand secret. La presse est écartée. Seul le photographe Isis, un ami du peintre, est autorisé à venir sur place. Paul Versteeg était là. À l'époque, il a 20 ans. C'était un des assistants de Chagall. Quand je l'ai vu travailler pour la première fois, il m'a vraiment surpris parce qu'il avait quand même 77 ans. Et moi, tout jeune, je me sens très fort, mais la façon dont il travaillait, il allait encore bien plus vite que moi. Et il travaillait comme un athlète, comme un boxeur presque. Il travaillait sans relâche, accroupi par terre. Il avait un petit pot, il marchait sur les toiles pendant 2 heures, disons, sans relâche, sans se plaindre. Après, il était tout en sueur. Il allait se changer, il remettait ça 2 heures avant le repas, avec une rapidité de travail, une efficacité vraiment du maître, quoi. Et ça, j'avais jamais vu encore ça. Sur les murs, des photos grandeur nature réalisées à partir de la maquette définitive. On avait les photos sur les murs comme repère et on rapportait, disons, la photo sur le sol en dessin. Et là, quand nous avions fini de faire le dessin sur le sol, Marc Chagall est venu et il a repris tout ça à une vitesse vertigineuse, accroupie. D'abord, il voulait des pinceaux comme ça. On avait pensé que ce serait utile pour qu'il puisse s'en servir à distance. Puis finalement, le gestuel ne lui a pas plu. Il préférait un pinceau de la dimension normale et il a dû, par conséquent, être plus ou moins accroupi comme ça pour le faire. Il était exigeant, mais il ne le faisait pas voir. Et il avait un principe qu'il m'a répété souvent, et il parlait de la chimie. Quand la chimie était bonne, ça marchait. Et quand elle n'était pas bonne, ça ne marchait pas. Mérette Meyer a 9 ans à l'époque. Petite fille du peintre, elle fait partie des rares privilégiés autorisés à pénétrer dans l'antre du maître. J'étais très impressionnée par la monumentalité de l'espace, qui bien sûr nous renvoie vers une question, mais comment va-t-il faire? Comment va-t-il résoudre cet énorme problème? Mais très rapidement, le voyant travailler comme il le faisait toujours, dans un atelier de manière très concentrée, on était tout de suite aspiré par le côté travail affairé, très concentré, comme il le faisait toujours. Et très rapidement, l'impression devant cet énorme espace faisait place à une familiarité, donc à une atmosphère d'atelier. Conçu au Gobelin, le plafond est ensuite assemblé à Meudon, dans un hangar militaire, le hangar Y. Là encore, l'endroit est sous haute surveillance. Comme il y avait cette contestation, il y avait des journalistes, bien sûr, comme tous les journalistes, qui n'aiment pas qu'on leur interdise l'accès au scoop. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour accéder. Et pour parvenir à ça, on a mis des policiers pour qu'ils ne puissent pas s'introduire avec des mitraillettes, oui. Loin de toute cette agitation, Chagall, lui, n'a qu'un seul objectif: rendre hommage aux grands de la musique. 14 compositeurs d'opéra et de ballet sont présents dans ce plafond. Un hommage fort à la musique. Au-dessus de la scène, c'est Boris Godounov qui préside au spectacle et immédiatement associé à cette figure du pouvoir, une figure purement poétique qui est celle de la flûte enchantée, l'oiseau qui est représenté en rouge ici sur fond bleu. Dans la partie voisine, c'est le jaune qui vient en opposition au bleu. Et ce jaune, c'est la lumière dans laquelle dansent les ballerines de Giselle. Le ballet et l'opéra sont traités à parts égales par l'artiste. Ensuite, Roméo et Juliette et Berlioz, qui eux sont associés au vert, parce qu'évidemment, c'est un grand thème sur l'amour tragique, qui est un des thèmes qui a absolument, là aussi, traversé l'œuvre de Chagall. Et je pense qu'il est intéressant qu'il soit associé
à Gluck, qui se trouve juste au-dessus, parce que là encore, si vous voulez, Orphée et Eurydice, c'est un amour tragique, mais qui est entièrement ordonné autour de la musique. Orphée est évidemment l'emblème humain de la musique, de la même façon que le roi David est l'emblème divin de ce même thème. Si les personnages qui occupent ce plafond citent des opéras, ils ont une valeur universelle. Ils sont, et nous le savons bien, c'est un des traits du monde de Chagall, ils sont des métaphores, des allégories, ils sont tout simplement des créatures, qu'ils soient d'ailleurs hommes, femmes ou animales, qui appartiennent au monde et qui racontent l'histoire du monde. Ce monde trouve une nouvelle structure à travers l'histoire de la musique. Et dans ce temple qu'est l'Opéra de Paris, il est clair qu'il fallait citer peut-être les monuments. Je ne parle pas des monuments de Paris, qui sont là aussi, mais des monuments de la musique. Il y a Moussorgsky, il a le ballet de Tchaïkovski, il a un seul vivant, c'est Stravinsky, parce que je fais un ballet avec lui, l'Oiseau de feu. Est-ce que vous aimez travailler en écoutant de la musique? Ah oui, ça vrai, j'ai une faiblesse. Et si vous aimez écouter de la musique, pendant que vous travaillez, laquelle de préférence? Vous savez, tout le monde aime Mozart, moi aussi. J'aime Mozart parce que c'est une chose angélique, il a une technique parfaite et c'est angélique en même temps. Chagall connaissait parfaitement la musique. Il arrivait à chanter les opéras, tous les opéras qui étaient représentés, disons presque note par note. Mozart, c'était de loin son favori, mais j'étais jeune et j'étais un grand amateur de jazz à l'époque. Et je tournais des disques de Thelonious Monk pendant mon travail. Par contre, quand Chagall arrivait, tout de suite, il me disait « Qu'est-ce que c'est ça, mon petit? Qu'est-ce que c'est? C'est du jazz. Arrêtez-moi ça, mettez-moi du Mozart. » C'était sa musique favorite. Alors on avait les deux, puis quand il partait, je remettais mon Monk. Mais sous les sourires se cachent de nombreuses tensions. À plusieurs reprises, le plafond a failli ne plus se faire. Aux côtés de Chagall, un certain Roland Bierge. Il est décorateur en chef à la Comédie Française. Roland Bierge avait une perception de la peinture plate, genre décor de théâtre. Et quand Chagall lui a demandé de faire quelque chose de plus structuré, de plus vibrant, de plus dans la patte de la peinture, et il a cité Rembrandt à plusieurs reprises, qu'il adorait. Il a cité Bonnard, qui faisait couche sur couche sur couche sur couche avec des frottis. Mais apparemment, ça ne passait pas chez Bierge. Et là, ça donné raison de conflit, d'incompréhension. Alors nous avons essayé sur le conseil de Chagall d'ajouter de la matière, on a rajouté de la sciure, on a rajouté du sable pour faire une pâte plus épaisse, et parce qu'il faut exagérer à cette distance cette structure. Vue d'en bas, ça ait cette espèce de qualité de vibration et de peinture vivante et pas plate comme un décor. Ce travail est aussi très largement fondé sur ce qu'est le plafond lui-même, c'est-à-dire une grande forme circulaire dans laquelle ces couleurs vont tournoyer, même si les lignes que Chagall utilise, curieusement, ne sont pas des lignes courbes, ce sont plutôt en général des droites qui s'entrecoupent et qui contredisent la forme circulaire du plafond. Enfin, ce qui est très important, c'est que cet équilibre de couleurs est aussi chargé d'irradier vers le spectateur et d'absorber le regard du spectateur. On est dans un système d'aller et venue du regard et également d'aller et venue entre les différents éléments de ce plafond. Malraux
toujours fidèle, viendra à plusieurs reprises voir l'évolution de ce plafond dont tout le monde parle, mais que personne n'a encore jamais vu. Chagall va d'ailleurs lui rendre hommage. À un moment donné, Chagall était en train de faire un portrait d'un monsieur dans une fenêtre. Alors j'ai dit, mais qui c'est? Alors, il semblait peiner sur le portrait. Et il a dit, oui, c'est André Malraux, mon ami. Et alors j'ai dit, mais si vous peinez, peut-être c'est difficile de peindre les amis. Je vais vous le faire. Non, 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 petit. Non, non, c'est à moi de le faire. Puis bon, il a continué, puis il a fini. Et peu après, Malraux est venu et on a fait cette fameuse photo de lui et de Malraux qui regarde le portrait de Malraux sur le plafond.